En 1791, les esclaves et les libres de couleur se sont révoltés. Deux envoyés de la République, Sontonax et Paul Vérel, proches des Amis des Noirs, décident d'abolir l'esclavage à Saint-Domingue pour rallier à la République les nombreux esclaves révoltés. 3 députés, un blanc, un noir, un mulâtre, sont chargés de faire accepter cette décision par la Convention, l'Assemblée qui gouverne alors la France. Voici un extrait de ce débat. En travaillant à la constitution du peuple français, nous n'avons pas porté nos regards sur les malheureux hommes de couleur. La postérité aura un grand reproche à nous faire de ce côté. Mais nous devons réparer ce tort. Inutilement avons-nous décrété que nul droit féodal ne serait perçu dans la République française. Vous venez d'entendre un de nos collègues dire qu'il y a encore des esclaves dans nos colonies. Il est temps de nous élever à la hauteur des principes de la liberté et de l'égalité. On aurait beau dire que nous ne reconnaissons pas d'esclaves en France. N'est-il pas vrai que les hommes de couleur sont esclaves dans nos colonies? Proclamons la liberté des hommes de couleur en faisant cet acte de justice. Vous donnez un grand exemple aux hommes de couleur esclaves dans les colonies anglaises et espagnoles. Les hommes de couleur ont, comme nous, voulu briser leur fer. Nous avons brisé les nôtres. Nous n'avons voulu nous soumettre au joug d'aucun maître. Accordons-leur le même bienfait. Je prononce l'abolition immédiate de l'esclavage dans toutes les colonies françaises. Une citoyenne de couleur qui assiste régulièrement aux séances de la Convention et qui a partagé tous les mouvements révolutionnaires vient de ressentir une joie si vive en voyant la liberté accordée par nous à tous ses frères qu'elle a entièrement perdu connaissance. Je demande que ce fait soit consigné au procès-verbal, que cette citoyenne admise à la séance reçoive au moins cette reconnaissance de ses vertus civiques. La Convention nationale déclare aboli l'esclavage des nègres dans toutes les colonies. En conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français.
et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution. À l'occasion de la deuxième édition du concours pédagogique La Flamme de l'égalité, dont le thème a porté cette année sur les récits de vie, 5 projets d'élèves ont été primés. Le jury a attribué 2 mentions spéciales. Ces mentions sont annoncées par M. Frédéric Régent, président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. La première mention spéciale récompense le travail des élèves et de l'équipe enseignante de la clinique médicale et pédagogique, les cadrans solaires de l'Académie de Nice. C'est un établissement qui permet à des enfants malades de suivre une scolarité, et donc il a été mis hors catégorie parce qu'il y avait à la fois des enfants du primaire, du collège et également du lycée. La deuxième mention spéciale du jury a été attribuée aux élèves de seconde et aux professeurs du lycée Édouard Herriot de Sainte-Savine dans l'Académie de Reims pour leur projet interdisciplinaire intitulé « Un long chemin vers la liberté » qui intègre à la fois une chorégraphie filmée et différentes formes d'expression artistique. Que tous les enseignants et que tous les élèves qui ont participé à ce concours soient ici remerciés. Le jury a sélectionné 3 lauréats pour les catégories école élémentaire, collège et lycée. La flamme de l'égalité de la catégorie école élémentaire est remise aux élèves de CM1 et CM2 de l'école de Jansac-sur-Garonne dans l'Académie de Toulouse. Avec leur enseignante, Madame Anne Ferry, ils ont réalisé un film d'animation, Chant d'esclaves, Chant de liberté, qui traite du blues comme héritage culturel de l'esclavage à travers le parcours d'Elisabeth Cotten. Madame Naja Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Madame Erika Barreit, ministre des Outre-mer, remettent le diplôme à l'IA. Ce fut le cas dans ces terribles combats de Verdun. Boutaou Akil, qui représente sa classe. La flamme de l'égalité pour la catégorie collège a été attribuée aux élèves de 4e du collège Maurice Genevois dans l'Académie d'Orléans-Tours. Les élèves ont réalisé un court-métrage qui a pour titre « N'oublie pas », réalisé avec une équipe enseignante menée par leur professeur d'histoire et géographie, Madame Gaëlle Gavalda. Ce travail rend hommage aux hommes, aux femmes et aux enfants anonymes mis en esclavage à l'époque de la traite négrière. Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat, remet le diplôme à Clara Duarte Valla, qui représente sa classe. La flamme de l'égalité pour la catégorie lycée salue le projet des élèves du lycée Saint-Joseph de Belfort dans l'Académie de Besançon et de leur enseignante, Madame Anne-Laure Thomas. Le projet 1844, débat d'hier et d'aujourd'hui, pour lequel ils sont primés, mêle théâtre, composition et interprétation d'une chanson de rap. Valentin Parra, représentant sa classe, reçoit le diplôme des mains du président de la République, M. François Hollande.
Nous sommes réunis en cette fin de matinée pour commémorer la 12e journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Cette cérémonie revêt une importance particulière de par votre présence, toujours si fidèle, Monsieur le Président de la République, et par la présence de Monsieur Emmanuel Macron, à qui reviendra l'honneur de vous succéder. Je souhaitais vous dire combien, dans ce jardin du Sénat, combien, Monsieur le Président de la République, la Haute Assemblée, quelles qu'aient pu être parfois nos divergences, s'est réjoui d'avoir pu entretenir avec vous, au cours de votre quinquennat et au travers de 2 présidents du Sénat, un dialogue constructif. Je forme des vœux pour que ce dialogue s'inscrive dans la continuité. Cette journée nationale voulue par le président Jacques Chirac, pour qui j'ai une pensée particulière à cet instant, est aussi intimement liée au Sénat. D'abord par le jour retenu pour cette commémoration. C'est en effet le 10 mai 2001 que notre Haute Assemblée a solennellement qualifié la traite et l'esclavage de crimes contre l'humanité. Ensuite, par le choix de ce jardin, le jardin du Luxembourg, où a été érigée une sculpture de Fabrice Hibert, intitulée « Le cri et l'écrit », montrant ainsi qu'au cri des opprimés répondait les cris des lois. Monsieur le Président. Dès la Révolution française, l'abbé Grégoire proclame la citoyenneté pour tous les esclaves. C'est le 11 mai 1791 qu'il s'exclame « Un jour, des députés de couleur franchiront l'océan pour venir siéger dans la Diète nationale ». Cette première abolition est le résultat de l'action des oubliés de l'égalité qui se révoltèrent à Saint-Domingue avec à leur tête Toussaint Louverture. S'appuyant sur la déclaration des droits de l'homme, des esclaves revendiquent la liberté qu'ils y voient promise et obtiennent, et ceci a été rappelé le 4 avril 1792, que l'Assemblée nationale accorde la pleine citoyenneté à tous les libres de couleur. Mais cet idéal se heurte encore et alors à la réalité coloniale. D'autres révolutions seront nécessaires pour relancer ce combat en faveur de l'accession à la citoyenneté. C'est l'abolition de l'esclavage en 1848, l'adoption du suffrage universel, qui pose enfin la question de l'accession à la citoyenneté active. C'est Victor Schœlcher qui est à l'origine du décret du 27 avril 1848, décret d'abolition, qui constitue pour les colonies, comme on le disait alors, le texte fondateur de la citoyenneté, en rendant l'esclavage hors la loi et en disposant son article 6 que ces dernières seront représentées à l'Assemblée nationale. L'esclavage est alors considéré, et je cite, comme un attentat à la dignité humaine et l'octroi de la citoyenneté comme le rétablissement du libre arbitre de l'homme. La Seconde République voulut instaurer une communauté nationale, unie et rassemblée autour des valeurs de la République, où tous les hommes, quelle que soit leur couleur de peau, étaient confondus dans une même passion, l'amour de la patrie et de l'humanité. C'est le secrétaire d'État aux colonies Victor Schœlcher qui écrit « La République doit réunir tous les cœurs, toutes les volontés, toutes les énergies en un sens commun et en un commun dévouement de la France ». Cet idéal demeure, me semble-t-il, plus que jamais d'actualité. La République a su rompre alors avec le passé en fondant un nouveau contrat social basé sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Un vent de liberté souffla alors dans ce qui structurait la vie de ces anciens esclaves. Un formidable appel à l'éducation, à la démocratie et à l'accession à la propriété se fit entendre. C'est cela aussi la citoyenneté. Oui, héritier de l'abbé Grégoire, de Victor Schœlcher, d'Aimé Césaire, de Gaston Monnerville et d'hommes et de femmes
dont le nom n'est peut-être pas resté, mais dont le sacrifice et l'engagement est aussi un témoignage du quotidien. Nous sommes les dépositaires de ce moment de la conscience humaine, où la France brisa les chaînes des esclaves pour leur accorder la citoyenneté. Ce moment de mémoire partagée doit être à mes yeux plus qu'un simple rappel d'événements inscrits dans l'histoire. Il doit être pour nous un facteur de cohésion nationale dans une France qui est l'objet de tant de fractures et de divisions. Il est l'occasion de rappeler que l'esclavage et la traite négrière trouvent leur insupportable justification intellectuelle et morale dans l'idée d'une race supérieure ou de races inférieures, en contradiction absolue avec notre idéal républicain. La lutte contre l'asservissement et celle contre le racisme sont encore des combats que nous avons à mener au quotidien avec exigence et jamais avec accommodement. Monsieur le Président élu, cher Emmanuel Macron, je suis heureux de votre présence ici pour cette cérémonie. Vous avez voulu y participer comme pour montrer la volonté de poursuivre le devoir de mémoire et ainsi de préparer l'avenir. Je veux saluer le président du Sénat qui, chaque année, organise cette commémoration avec le président ici du comité. Je tiens aussi à remercier pour leur présence le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement, des parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale et de nombreux représentants d'associations. C'est cette union-là qui est essentielle dans ces instants où il faut dépasser les clivages et les sensibilités pour nous hisser au niveau des exigences de la République. C'est la dernière fois que je participe en tant que président à cette cérémonie du Jardin du Luxembourg. La première, je m'en souviens, c'était en mai 2012 et je faisais ici respecter une tradition qui avait été voulue par Jacques Chirac, dont vous avez rappelé le rôle, pour la décision qu'il avait prise de cette journée de commémoration. Mais en ce 10 mai 2017, notre rassemblement prend un caractère symbolique. Le 10 mai, c'est une date qui compte dans l'histoire de notre pays. Le 10 mai, c'est la volonté qui avait été celle de ceux qui avaient instauré cette journée, c'est la commémoration de l'esclavage, des traites et de l'abolition. Mais il se trouve que le 10 mai 2017 vient après une élection présidentielle, où dimanche dernier, les Françaises et les Français ont affirmé leur attachement à la République, marqué leur adhésion à des valeurs fondamentales, à ces principes qui nous unissent tous et qui s'appellent tolérance, respect, dignité, démocratie, ouverture. Alors, je voulais, en cette journée, non pas simplement rappeler l'histoire, elle est connue, mais dire que longtemps elle a été enfouie, occultée, avec sans doute cette tentation de l'effacer. Il a fallu du temps et beaucoup de combats pour faire en sorte qu'enfin cette mémoire puisse être pleinement reconnue par la République. Il y a d'abord eu la loi du 30 juin 1983 qui a institué jour férié la date de proclamation de l'abolition de 1848 dans chaque département d'outre-mer. Car les populations de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion, de Mayotte, elles, n'avaient jamais oublié ce moment plein d'émotions et de ferveur où leurs ancêtres étaient devenus immédiatement des citoyens et des citoyennes français. Comme cela nous a été rappelé tout à l'heure,
lors de l'exposition. En évoquant cette loi aujourd'hui, 1983, j'ai une pensée pour Henri Emmanuelli, disparu cette année, car il était le secrétaire d'État chargé des départements et des territoires d'outre-mer, et il avait défendu ce projet devant le Sénat et devant l'Assemblée nationale. En 1988, la République a célébré le 150e anniversaire de l'abolition par la voix de Lionel Jospin à Champagné. Champagné, ce village de Haute-Saône où je suis allé récemment et dont les habitants avaient demandé en 1789 dans les cahiers de doléances l'abolition de l'esclavage. C'est aussi à ce moment que la société a fait réapparaître le souvenir du crime et des souffrances qu'il avait provoquées. Le 13 mars 1998, les écrivains Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau et le prix Nobel Wole Soyinka lancent à la Sorbonne une déclaration nommant la traite négrière et l'esclavage perpétrés dans les Amériques et l'océan Indien, crime contre l'humanité. Alors, le 23 mai 1998, des milliers, des dizaines de milliers même, de descendants d'esclaves manifestèrent à Paris pour revendiquer cette reconnaissance. Ce mouvement s'est poursuivi. Il a été consacré par la loi du 21 mai 2001, la loi Taubira. La République a alors solennellement reconnu l'esclavage et la traite. Je salue Christiane Taubira à cet instant. Vous l'aviez fait sans la voir, car sa voix peut porter même quand elle ne dit rien. La République avait reconnu l'esclavage, la traite comme un crime contre l'humanité, mais il y en a toujours qui s'en étonnent. Et pourtant, ce sont les historiens qui leur répondent. Ils leur rappellent que dès 1794, le législateur qualifiait l'esclavage de crime de lèse-humanité, comme s'il y avait déjà cette préfiguration de ce que fut pourtant ce crime et sa reconnaissance bien plus tard. Un crime jugé alors si grave, à cette époque, que le coupable était automatiquement privé de sa citoyenneté et même de sa nationalité, selon les lois adoptées par la République après l'abolition de 1848. On était sévère à cette époque. Ces lois ont été en vigueur pendant 100 ans. Et les archives montrent que les sanctions ont été effectivement appliquées chaque fois que l'on remettait en cause le crime de lèse-majesté, de lèse-humanité. Il pouvait même arriver que la majesté puisse être lui-même un criminel de lèse-humanité. La loi de 2001 n'est donc pas une rupture, mais un rappel. Elle ne dicte pas l'histoire, elle la transmet. Et c'est le sens des institutions qu'elle a créées. Je pense notamment au Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, présidé aujourd'hui par Frédéric Régent, après l'avoir été par Maryse Condé, Françoise Vergès et Myriam Cotias. Il a fallu aussi améliorer la connaissance et la diffuser, et c'est notamment la belle initiative qui a été prise en 2015 avec le ministère de l'Éducation nationale, le concours de la flamme de l'égalité, et nous venons d'en remettre les prix. Je pense enfin à la journée du 10 mai que Jacques Chirac a été le premier à présider et qui est maintenant ancrée dans le calendrier républicain. Et puis, il y a cette loi sur l'égalité réelle outre-mer que nous avons voulu, que la ministre a portée et qui aujourd'hui également
est une loi qui est devenue une grande loi républicaine. En 2006, dans le discours que, ici même, Jacques Chirac avait prononcé, il avait affirmé que pour que cet événement vive dans la durée, il fallait l'incarner dans un lieu de mémoire, de travail et d'échange. Il avait alors confié à Édouard Glissant la mission d'imaginer ce lieu. Il avait fait des propositions, Édouard Glissant, qui était resté, hélas, lettre morte. Alors je n'ai pas voulu qu'elle reste plus longtemps oubliée. J'ai d'abord apporté le soutien de l'État à la création du Memorial Act, cette grande réalisation voulue et portée par Victorin Lurel et la région Guadeloupe. Je l'ai moi-même inauguré le 10 mai 2015, en présence de nombreux chefs d'État des gouvernements de l'Afrique et de la Caraïbe, avant de me rendre à Haïti, parce que je tenais aussi à parler de l'esclavage à Haïti et de la responsabilité qui avait été celle de la France. Sur la terre même où les esclaves ont peiné, le Memorial Act offre désormais à tous les visiteurs un parcours qui rappelle ce que fut ce système odieux qui permit à des êtres humains d'en posséder d'autres, de les acheter, de les revendre comme des biens meubles et de les exploiter comme des bêtes de somme. Mais le parcours du Memorial Act montre aussi que de ce crime atroce est sortie une population mélangée, a émergé une nouvelle civilisation, de nouvelles manières de résister, de s'affirmer, qui ont engendré de nouvelles formes d'art, de culture, riches et métissées. Du racisme le plus abject est ainsi né une forme d'universel, ce phénomène que le poète appelle la créolisation du monde. Il restait à donner à cette mémoire l'institution nationale qui lui manquait. C'est pourquoi j'avais annoncé l'année dernière que je souhaitais que la France puisse se doter d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions. Lionel Zinsou a décidé les concours dans un rapport qu'il m'a remis le 8 mars dernier ainsi qu'au Premier ministre. Le 3 mai 2017, j'ai présidé à l'Élysée la cérémonie de signature des statuts du groupement d'intérêt public qui va donc préfigurer la fondation. Son siège sera à l'hôtel de la Marine. Des rêves que l'on peut porter et qui n'ont pas de caractère financier, qui n'ont pas forcément été au cœur d'une campagne électorale. Il y a aussi ces gestes et ces actes mémoriels qu'il nous faut accomplir. Et en 2012, je me souvenais des paroles d'Édouard Glissant, de ce qui m'avait été transmis pour qu'un jour il y ait une fondation pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions. Et permettez-moi de dire que je suis fier que pour une des dernières cérémonies, sans doute la dernière, avant que je ne remette la totalité de mes pouvoirs, n'ayez aucune crainte, je n'en garderai aucun autre, à Emmanuel Macron, président élu, donc mes responsabilités, que cette dernière cérémonie soit pour consacrer une promesse que j'avais faite à tous ceux qui voulaient cette fondation. Eh bien oui, aujourd'hui, je suis fier qu'il puisse y avoir cette fondation. Elle sera présidée par Jean-Marc Ayrault, et je le remercie d'avoir accepté cette mission. Et à côté des représentants de l'État, des institutions financières ici présentes, des associations, des fondations, 5 personnes qualifiées porteront avec lui cette ambition. Doudou Dienne, ancien responsable du programme La Route de l'Esclave, Olivier Laouchès, président d'un groupe de médias, Léla Si, réalisatrice, Françoise Vergès et Lionel Zinsou, que je remercie encore pour avoir préparé cette mission. Eh bien, le rôle de cette fondation sera de travailler avec toutes les organisations, tous les acteurs qui ont
à cœur d'assurer la mémoire de l'esclavage et des traites et qui seront associés d'une façon ou d'une autre à son conseil d'orientation. La Fondation travaillera avec la ville de Paris à la réalisation d'un monument et d'un lieu muséal dédié à cette mémoire. Et puis, en 2018, la Fondation sera officiellement bâtie et elle aura vocation à être un pont entre l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et l'océan Indien. C'est toujours le rôle de la France de lancer des passerelles, de faire que des civilisations se rencontrent, que les cultures puissent dialoguer. Et c'est toujours le rôle de la France d'être en avant-garde. C'est elle qui avait aboli la première l'esclavage. Mais il faut toujours avoir un esprit de résistance et de vigilance. La même France qui peut être glorieuse peut parfois retomber dans ses errements. Il y a toujours des tentations. Il y a toujours des forces plus ou moins obscures qui essayent de tirer la France là où elle ne veut pas aller, mais où elle est parfois apeurée et cherche un autre destin que celui que la République lui a fixé. Alors, c'est cette France, c'est cette grande France que nous devons, que vous devez continuer à réconcilier, à rassembler, à réunir pour qu'elle soit toujours sur la bonne direction. Jamais nous ne pourrons restaurer le monde d'avant l'esclavage, d'avant la traite. C'est Aimé Césaire qui le disait en disant que ce qui s'était passé était irréparable. On n'efface pas le passé, on le dépasse. Il faut alors poser des actes. D'abord l'acte de dire, de déclarer, de parler. Face aux mémoires blessées, c'est la vérité qui libère et c'est l'oubli qui exclut. C'est la lucidité qui grandit et c'est le déni qui divise. Voilà pourquoi il faut aller jusqu'au bout de la reconnaissance. C'est ce qu'avait fait Jacques Chirac au Veldiv en 1995. C'est ce que Nicolas Sarkozy a fait à Constantine en 2007. C'est ce que j'ai fait à mon tour au Veldiv, à Drancy. C'est ce que j'ai fait ensuite à Tiaroy, au Sénégal, en souvenir des tirailleurs sénégalais massacrés en 1944. C'est ce que j'ai fait à Papeete quand j'ai reconnu les conséquences des essais nucléaires français. C'est ce que j'ai fait à Montreuil-Bellay à propos des gens du voyage internés par la France entre 1940 et 1946 et qui n'avaient toujours pas le droit d'être citoyens inscrits, qui devaient avoir un carnet pour se déplacer. C'est ce que j'ai fait à Madagascar, près de 70 ans après la répression de l'insurrection sur la Grande Île. C'est ce que j'ai fait le 19 mars pour la guerre d'Algérie. C'est ce que j'ai fait aussi pour la reconnaissance de la responsabilité de la France lors de la journée nationale des harkis qui ont été abandonnés. Il ne s'agit pas d'opposer une douleur à une autre. La concurrence des mémoires est un mensonge. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'horreur, dans la souffrance, dans la barbarie. Nous ne sommes pas là pour faire des comparaisons. Nous sommes là pour empêcher que ce qui a été le pire puisse se reproduire. Poser des actes, c'est aussi donner à la mémoire des institutions, des lieux, des symboles, comme cette journée, qui nous rappelle à nos devoirs, contre toutes les idéologies qui inventent des hiérarchies entre les peuples, entre les gens, entre les races, même si ce mot ne devrait plus figurer dans la Constitution. Oui, nous devons continuer à nous battre contre l'indifférence, qui est le pire des maux. Indifférence à la souffrance, indifférence à la guerre, indifférence au massacre, indifférence face aux dictatures. Alors qu'aujourd'hui, dans le monde, des enfants, des femmes, des hommes sont privés de liberté, prostitués, livrés au trafic, à l'exploitation sur tous les continents. Vous venez de rappeler, Monsieur le Président du Sénat, ce qu'avait fait Boko Haram en enlevant des jeunes filles, que l'on a retrouvées, pas toutes, et la plupart meurtries, et qui ne doivent pas être discriminées à cause de ce qu'elles ont subi. Les femmes qui subissent des violences ne doivent pas être regardées parce qu'elles ont subi des violences, mais parce qu'elles ont droit à la dignité, à l'égalité, au respect.
Mais nous devons continuer à nous battre contre les divisions qui déchirent les peuples, y compris ici, contre les discours qui jettent les gens les uns contre les autres, contre les intégristes, contre les obscurantistes, contre les communautaristes. Il y a encore beaucoup à faire, Monsieur le Président. Cette journée nationale nous rappelle que la France n'est vraiment la France que lorsqu'elle porte la voix de la liberté. Celle des hommes, dont les noms sont gravés sur les murs du Panthéon. Louis Delgrès, Toussaint Louverture, Victor Schœlcher, Aimé Césaire. Et celle des femmes, dont l'histoire n'a pas retenu les noms et qui ont été aussi résistantes avec courage contre l'abjection d'un système qui leur déniait toute humanité. Vive ces femmes anonymes qui ont fait la dignité de la France. Mesdames, Messieurs, depuis plusieurs semaines, beaucoup de pays, la plupart d'ailleurs, avaient les yeux tournés vers la France à l'occasion de l'élection présidentielle. Car ce qui se passe en France a toujours une résonance particulière dans le monde. Parce que la France incarne un idéal, un mode de vie, une culture. Parce qu'elle porte un message qui n'est pas différent des autres, mais qui a été porté peut-être plus tôt qu'ailleurs. Et avec des mots que nous avons inventés, les droits de l'homme, l'égalité. Nous sommes la première nation à avoir aboli l'esclavage et aussi à avoir conquis des droits et des libertés. Voilà pourquoi il est plus que jamais nécessaire de faire la paix des mémoires. Comme l'écrivait Glissant, nous entrerons alors, et il parlait il y a presque 20 ans, nous entrerons alors dans l'archipel inédit où les communautés humaines pourront se connaître, s'équivaloir, échanger en échangeant, sans pour autant se perdre ni se dénaturer. Voilà le message du 10 mai. C'est la journée de la mémoire de l'esclavage, des traites et des abolitions. Mais c'est surtout le projet de la République. Et c'est toujours, et ce sera toujours, le message de la France. Il vous revient maintenant, Monsieur le Président, cher Emmanuel, de porter ce message, de le porter ici en France, de le porter en Europe et partout dans le monde. Vive la République et vive la France. Ouais, super. Bon, ben voilà.
Non, mais oui. Oui, Myriam. Monsieur le Président! Monsieur le Président! Vous allez nous manquer, profitez des années qui vont. Ne la perdez pas. La prochaine, c'est Alice. Moi, j'y serai. 23 et 24. Et c'est où Ah, mais oui, mais c'est à côté de Simone Editi, c'est le Mira, le Léon. 23 et 24. Ok, je regarderai. C'est le président. Ah, t'as même pas besoin d'avoir. Elle est là. Juste là. On va regarder. Merci beaucoup. Attention. Alors, je vais voir Christian. À gauche, monsieur. C'est le faire. Il faut vous faire signer un souvenir. Comment tu t'appelles? Elle est là, Christiane, en même temps de le 2. Regardez l'année dernière. Oui, je savais pas que Heureusement que vous l'organisez.
voilà, c'est gentil pour nous. J'ai un autographe de Macron. Macron, président. J'ai un autographe de Macron. Dans le stylo. Justement pas là. J'en peux plus. Moi je récupère tous les élèves, on est s'il vous plaît, Alors, Je prends président une selfie avec vous, Monsieur Macron. Monsieur Macron, je voulais prendre un selfie. Monsieur Macron, je suis touché proche. Ne poussez pas. Monsieur Macron, par ici, à gauche, par ici. Dégage les petits. Ouais, faut dire. Tu vas bien? Félicitations. Vraiment. Bravo. Allez, je suis à ta disposition. Oui, mais je sens que j'ai pas vu votre... Merci à vous. Merci à vous. Le selfie, hein? Oui. Merci beaucoup. On est en marche à Lyon, à Villeurbanne aussi.